Oui, bonjour. Merci de nous permettre de prendre de temps en temps la parole. Monsieur Millon, je connais votre travail et je suis Emmanuel Zenou, je suis ORL ici à Lyonnais et secrétaire de l'Union française pour une médecine libre qui a beaucoup travaillé avec vous lors de la présidentielle. Je reprends un peu les quelques chiffres dont vous avez parlé pour revenir au problème de déserts médicaux. Vous avez raison de dire qu'on n'a jamais eu autant de médecins en France qu'actuellement. Pourtant, on connaît de réels déserts médicaux. Et vous parlez d'un problème de répartition géographique. Je pense que ça n'est pas un problème de répartition géographique, c'est un problème de répartition entre secteur public et secteur privé, et entre spécialistes et généralistes. Force est de constater qu'il existe près de 10% de diminution du nombre de médecins généralistes en France en 7 ans. Je suis désolé, mais Saint-Cyr n'a pas besoin du psychiatre du 16e. C'est pas lui qui va venir, on n'en a pas besoin. La désertification médicale, en France, pour les médecins généralistes, elle est majeure. On s'expose à une crise sanitaire majeure. Les déserts médicaux, c'est le haut de l'iceberg, mais l'avenir arrive. Les choses sont potentiellement catastrophiques dans la dizaine d'années qui viennent. Les déserts médicaux existent où? Eh bien partout. Combien y a-t-il de départements en France l'année dernière qui ont vu une hausse de leurs médecins généralistes? La Haute-Savoie. L'ensemble des départements français ont eu une diminution de 5 à 28% de leur nombre de médecins généralistes en termes de densité médicale. Quelle est la première baisse en termes de densité médicale dans tous les départements français? C'est Paris. Paris intramuros, 75. Il y a 28% de baisse de médecins généralistes. Pas une installation de médecins généralistes dans Paris intramuros en 2014. Les déserts médicaux, effectivement, je pense qu'il y a un problème de définition des déserts médicaux. Il y a 3 types de déserts médicaux. Il y a les déserts médicaux ruraux, parce que, effectivement, la ruralité souffre, et c'est un désert de tout. De services publics, de travail, et les médecins ne viennent pas parce qu'il y a de moins en moins effectivement de choses à... Enfin voilà, la vie s'étiole. Et je pense qu'il faudrait effectivement mettre un véritable plan Marshall de la ruralité en France, mettre en route ça. Parce que c'est justement en remettant du service public et des entreprises et de l'activité dans l'ensemble des territoires ruraux que viendront naturellement les médecins. Impossible de faire venir un médecin avec ses enfants alors qu'il n'y a pas d'école, alors qu'il n'y a aucun profil de carrière pour l'époux ou l'épouse du médecin. C'est impensable. Le deuxième désert médical, c'est les centres-villes. Juste un point, impossible de faire venir des entreprises s'il n'y a pas une... C'est vrai aussi, c'est complètement lié. Laurent Wauquiez disait exactement la même chose. La façon de faire venir une entreprise dans une région, c'est effectivement de dire, voilà, il y a un service médical, vos employés pourront venir se soigner. C'est très très interconnecté tout ça. Et c'est pour ça que j'aime bien souligner l'importance de ce lien sociétal que créent les médecins entre eux et avec la population. C'est indispensable à la vie d'une société rurale ou urbaine ou quoi. Mais ne croyons pas que les déserts médicaux n'atteignent que la ruralité. Les centres-villes sont désertés. À Paris, c'est la catastrophe pour trouver un médecin généraliste. Toulouse, 70% des médecins sont à moins de 5 ans de la retraite. À Toulouse. Arrêtons de penser que les médecins se répartissent entre la Côte d'Azur et le 16e. C'est une erreur. Où sont ces médecins? Ils sont nulle part. Ils n'existent plus. 70 000 médecins il y a 10 ans, médecins généralistes en France, 57 000 maintenant. Ne pensons pas que c'est en faisant des maisons de santé qu'on va faire venir des médecins. C'est un très beau projet, je le soutiendrai ce projet. Néanmoins, ça reste une maison vide s'il n'y a pas de médecin pour y mettre dedans. Les médecins n'ont pas de problème d'immobilier.
c'est pas le problème des médecins. C'est le problème qu'en fait, il n'y en a pas. Tout simplement. Où allez-vous trouver ces médecins? 9% des médecins généralistes qui sortent de leur cursus universitaire actuellement s'installent. 9%. C'est-à-dire que le monde libéral n'est absolument pas du tout attractif actuellement pour un jeune médecin qui sort de la faculté. 91% veulent du salariat, veulent des carrières hospitalières, universitaires. C'est pas du tout ce dont ce qu'a besoin le territoire français. Alors, est-ce que les médecins étrangers? Les médecins étrangers, 10% de médecins exerçant en France actuellement sont à diplôme étranger. Maintenant, meilleur système de santé du monde, en France, on emploie 10% de médecins qui n'ont pas de diplôme français. Ces médecins-là, on pourrait dire, voilà, c'est peut-être une solution à la pénurie médicale. Et bien 75% de ces médecins, ils s'installent en salarié à l'hôpital. 25% seulement en libéral. Et parmi ces gens qui s'installent en libéral, où vont-ils? Dans les centres-villes et dans les zones soi-disant surdotées. Mais certainement pas à Saint-Victor. En tout cas, il n'y reste pas. Il y a des primes à l'installation, les gens arrivent et puis repartent au bout de 2 ans quand la prime à l'installation s'arrête. Les mesures incitatives s'arrêtent et les gens repartent. Ce qui veut dire, juste pour aller un peu plus loin, il y a la question, comme vous dites, de la répartition publique-privée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inciter à aller dans le privé et pour s'installer et aller dans le privé? C'est effectivement l'ensemble. Pardon, excusez-moi. Est-ce que ça peut être une question de rémunération d'acte? Est-ce que ça peut être. Pourquoi est-ce qu'ils vont aller dans le public plus que dans le privé? Parce que le système politique français, depuis une trentaine d'années, démolit savamment, progressivement, la liberté et l'indépendance que souhaitent avoir les médecins. Pour garantir quoi? Pour garantir une relation de confiance avec leurs patients. Actuellement, tout est fait pour rendre l'exercice libéral difficile, compliqué, pénible. Un exercice salarié, par exemple, parlons de droit. Vous parlez de droit. Un exercice salarié en tant que praticien hospitalier, un médecin est énormément couvert par le droit administratif si jamais il existe une erreur médicale. En libéral, c'est le pénal, direct. Donc ça veut dire que la part de responsabilité personnelle que l'on prend dans une installation privée, on répond en son nom propre, pas en nom de l'établissement dans lequel on est et qui va diluer les responsabilités et couvrir les choses. En termes de pénibilité de travail, figurez-vous qu'on a en termes d'horaire travaillé, on est le record européen, les recordman européens. Les médecins français travaillent le plus en libéral en Europe. On est aussi les médecins qui sont les moins honorés. Les honoraires des médecins généralistes sont actuellement de 25 € pour une consultation de médecine générale. La moyenne européenne est à 50 € et vous aviez raison de le souligner. Monsieur Mignon, c'est vrai, l'acte médical est effectivement sous-évalué. En francs constants, la réévaluation de 23 à 25 € qui s'est faite cette année correspond en fait à la valeur de la consultation médicale de 2002, il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Demandez à un artisan de travailler à son tarif d'il y a 15 ans. Ça va être difficile pour lui. Donc oui, bien sûr, il y a un problème d'honoraire, il y a un problème de valorisation. Et indirectement, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a l'air un petit peu sympa et jovial comme ça, mais la profession médicale et les professions de soignants en règle générale, chirurgiens, dentistes, infirmières, aides-soignantes, kinés, etc., sont des professions qui souffrent énormément. Dans le monde médical, il y a 2,5 fois plus de suicides que dans la population générale. Les médecins se suicident 2,5 fois plus que les populations générales. 40% des médecins sont en burn-out. Donc, d'accord, très bien, super, faisons de la coercition
obligeons les gens à venir dans une maison de santé, dans un endroit où il n'a pas envie de venir. Rajoutons de la pénibilité. Non mais, on est à 1 heure d'avion d'un endroit où l'exercice médical est beaucoup plus sympa, je vous jure. Hein. Donc, je peux ajouter quelque chose là, parce qu'en Allemagne, les médecins, effectivement, sont à peu près payés ça, mais chez eux, ils peuvent faire des prises de sang, on fait les électrocardiogrammes, alors chaque acte qui en plus sont payés. Oui. Ben si, chaque acte, en fait, toutes les analyses. Ça fait partie effectivement de la valorisation de l'acte. Dans un lieu. Voilà. Alors pour parler aussi de la coercition qui a effectivement géré les pharmacies dans les 20 dernières années qu'on a connues, la pharmacie est un métier qui souffre aussi. Cette hyper-régularisation, notamment de l'installation, a résolu quel problème en fait en termes de pharmacie? Sachez-vous, il faut savoir quand même que cette année, il y a 188 pharmacies qui ont fermé. Autrement dit, une pharmacie ferme en France tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, 2 à 3 jours, ça dépend des années. Quel succès en termes de proximité, alors là, c'est un très très beau succès, la rationalisation de l'installation. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là... Et c'est dû à quoi? Ça, c'est 2 choses différentes. Bah, c'est pas si différent. Hein. C'est une chose qui est économique. C'est pas une question. Non, mais c'est aussi économique, l'installation. Savez-vous qu'en 2007, l'INPES a montré que le système de maillage des médecins français était le meilleur d'Europe, le plus homogène sur tout le territoire. On avait il y a 10 ans un maillage de professionnels de santé qui était le meilleur d'Europe. Maintenant, il y a des trous partout dans le filet. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais démontrer.